Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, parce que là derrière, franchement, on n'entend pas très bien. Alors merci beaucoup de m'accueillir ici. Je viens de Belgique, comme certains de mes célèbres compatriotes qui sont venus rafler les prix des Césars, et comme certains de mes compatriotes que vous entendez aussi sur France Inter. Et donc merci beaucoup de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais parler sous un angle qui n'a pas encore été beaucoup abordé aujourd'hui. On a entendu beaucoup parler de communication externe, de campagne. On a entendu parler de produits, mais on n'a pas encore entendu parler des communicants. Et moi, c'est des communicants que je vais vous parler, de la posture des communicants, du fait que ces personnes sont vraiment au pied du mur et je vais essayer de vous démontrer ça. J'ai le sentiment que quand on aborde des campagnes de responsabilité sociétale, on ne peut pas oublier ce qu'on pourrait appeler le tiers-État, c'est-à-dire au fond les personnes, les salariés qui travaillent sur les produits, qui livrent les services et qui sont tout aussi concernés par les démarches de responsabilité sociale et d'éthique d'ailleurs, que les directions ou que les directions de la communication. Et donc, c'est ça que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui. Et donc, mon intervention s'appelle « Pour plus d'éthique en communication ». Alors, c'est moi qui fais évoluer ça. Alors, est-ce que c'est ça ? Dans quel sens ? C'est là ? Oui. Voilà. Alors, pourquoi ce besoin d'éthique maintenant ? Alors, en fait, on est dans une société, on est dans un moment où l'entreprise doit justifier ses actions. Ça n'a pas toujours été comme ça. Après la révolution industrielle, l'entreprise n'avait rien à justifier du tout. Elle produisait. Elle créait de la main-d'œuvre et on ne lui demandait pas plus. Maintenant, nous sommes dans une société où, comme vous le voyez, on doit justifier sa raison d'être, son existence, sa légitimité, en fait, à offrir des biens et des services dans la société. Deuxième chose, et c'est la raison aussi pour laquelle on est au pied du mur, c'est que les communicants, quand on regarde les rankings de crédibilité nationaux et internationaux, sont totalement en bas de l'échelle. Nous partageons le bas de l'échelle avec les journalistes et avec les politiques. Ce qui veut dire que nous avons beaucoup de chemin à reconquérir pour retrouver la légitimité qu'on nous demande d'avoir. Troisième chose, les communicants disent, 6 sur 10 nous déclarent avoir vécu des dilemmes éthiques dans leur métier. Des dilemmes éthiques, ça veut dire des moments où ils étaient en contradiction avec leurs propres valeurs et devaient malgré tout agir au nom de la société, dans certains cas, 6 sur 10 le disent, en opposition à leurs propres valeurs. La profession donc a perdu en légitimité, a perdu en crédit. Et donc nous sommes à un moment où cette légitimité, qu'on fasse de la com interne, de la com externe ou du marketing, on doit la retrouver. On a perdu de la légitimité parce que très souvent, très longtemps, on a travesti la réalité. On a menti. On a parfois menti par omission. C'est souvent comme ça d'ailleurs que ça s'est passé. Et du coup, on est beaucoup moins crédible qu'à d'autres époques où notre profession est née. Alors, on sait aussi que la pression sociétale, et mon prédécesseur en a parlé aussi, l'entreprise est surveillée de toutes parts. Vous avez des newsletters comme Novetic, vous avez le prix Pinocchio, vous avez Lise Lucet, vous avez toute une série de gens, d'ONG en particulier, de journalistes, qui surveillent l'entreprise. Et donc, il y a là effectivement à ne pas ancrer en fait les actions de responsabilité sociétale à l'intérieur de l'entreprise
il y a là, à mon avis, un risque très important. Ce risque est d'autant plus important que l'on sait, et ce sont des chiffres ici de 2014, donc vous pouvez imaginer ce qu'ils sont maintenant, 10 ans plus tard, on sait que de très nombreux salariés, 42%, parlent de leur entreprise sur les réseaux sociaux. 42%, parfois sans savoir qu'il est illégal d'utiliser le logo ou qu'il est illégal d'utiliser le nom. Rappelez-vous l'affaire Starbucks. Starbucks est une entreprise qui a affirmé son engagement en responsabilité sociétale. Il a suffi qu'à une terrasse de café de Philadelphie, 2 personnes noires soient malmenées par un garçon, par un serveur. Ça a fait le tour du monde. Toute la campagne de responsabilité sociétale de Starbucks a été décrédibilisée. Voilà. Ce que l'on voit aussi maintenant dans les organisations, on le voit très très fort en com interne, c'est qu'il y a une distance en fait entre le management et le terrain. Il y a vraiment un éloignement et ce que nous voyons maintenant en conséquence de la crise Covid et du confinement ne fait qu'aggraver cela. Les managers sont loin du terrain. Et ça, c'est un des problèmes aussi qui explique, si vous voulez, les départs innombrables que l'on voit déjà aux États-Unis et également en France. Alors, par contre, et là je vais prendre le contre-pied en fait de ce que je viens de dire, je vais changer d'angle, je vais vous parler de ce que nous disent les communicants quand on les interroge. Et donc vous voyez que chaque année, il y a une grande enquête européenne sur les 27 pays européens qui s'appelle l'European Communication Monitor. Et qu'est-ce que nous dit l'édition 2022-2023 de ce monitor de la communication en Europe? Eh bien, regardez, la priorité numéro 1 des communicants à travers les 27 pays européens, c'est de restaurer la confiance. Vous voyez aussi, en 3e position, qu'ils mettent la responsabilité sociétale, vous voyez, social responsibility, ils le mettent en 3e position de leur priorité. Donc on voit déjà pourquoi je dis qu'on est au pied du mur. D'un côté, on a perdu en crédibilité, et de l'autre, quand on nous interroge, on dit, c'est ça qu'on doit reconstruire, c'est ça qu'on nous demande. C'est d'être crédible, c'est de pouvoir inspirer la confiance. Donc ici, je suppose que vous aurez les présentations, on voit effectivement, à travers le temps, on voit effectivement ces priorités évoluer, mais elles deviennent de plus en plus présentes. Qu'est-ce que nous dit une autre enquête qui a été menée en Belgique? C'est un sondage qui est fait non pas auprès de communicants, mais auprès de salariés, plus de 1000, tous secteurs confondus. Vous voyez ici. Donc, on interroge des professionnels, mais on interroge surtout des collaborateurs, tous secteurs confondus, en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Vous voyez, dans le privé, dans le public et dans le non-marchand. Eh bien, ils nous disent que voilà, en fait, les défis qui se présentent à eux. Et vous voyez, il y a le renforcement de l'engagement, la recréation du lien, travailler sur l'adhésion, recréer du sens, stimuler le rôle des people management. Comment voulez-vous faire cela? Comment voulez-vous atteindre des défis pareils quand vous n'avez pas la confiance des collaborateurs de l'entreprise, quand vous n'inspirez pas vous-même suffisamment de confiance. Et donc c'est ça qui explique aussi un certain nombre de phénomènes dont on entend parler beaucoup. C'est le fait que des gens sont à la recherche de sens, ne le retrouvent pas nécessairement dans leur travail et quittent l'organisation pour créer un travail qui pour eux est plein de sens. Donc, ce que l'on voit aussi dans cette enquête, c'est qu'un employé sur 2 seulement dit que son organisation communique de manière transparente. Ça va très loin, ça. 1 sur 2 dans les organisations
Et encore une fois, c'est tout secteur confondu, 1 sur 2 ne nous croit pas. Donc ça c'est vraiment, je crois, un problème assez important. Quand on parle de la pyramide de Lencioni, qui est un schéma extrêmement connu en ressources humaines, qui est calqué en fait sur la pyramide des besoins de Maslow, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez en bas de la pyramide que si on n'a pas la confiance, on ne peut pas, comme dans la pyramide de Maslow, on ne peut pas passer au niveau supérieur. Il faut de la confiance pour réussir dans une organisation, pour obtenir l'engagement, pour obtenir la responsabilité et pour enfin obtenir du résultat. Alors, vous voyez, effectivement, on revient à cette pyramide en disant qu'il nous faut retrouver effectivement cette confiance. Et j'ai envie de citer, je le fais souvent, la théorie de quelqu'un dont tout le monde connaît le nom, mais peut-être moins les théories, les idées. C'est Aristote. Aristote dit, pour être convaincant, pour avoir un discours crédible, il faut du logos, c'est du contenu, il faut du pathos, c'est de l'empathie, mais il faut de l'éthos. Et l'éthos, c'est la posture éthique, c'est la crédibilité. Donc voilà le livre dont on parlait. Alors on a beaucoup parlé aussi de responsabilité sociétale. Personnellement, j'ai pris plutôt l'angle éthique, qui me semble-t-il est plus large que la responsabilité sociétale, qui est en fait un dispositif de délibération de ce qui est juste. La responsabilité sociétale est, je pense, un des aspects de l'éthique en communication, et on peut se demander si pour retrouver en fait la confiance dans l'organisation, la responsabilité sociétale est une réponse. Et donc, je vous passe la définition, vous la connaissez aussi bien que moi. Donc, c'est l'idée que l'entreprise devient responsable de ses actes, évidemment, qu'elle doit rendre compte à autrui et qu'elle a des comptes à rendre à toutes ses parties prenantes, y compris internes. Les obstacles, on ne va pas en parler. Mais donc, est-ce que la responsabilité sociétale est une réponse? Sans doute que oui. Pour autant, comme mon prédécesseur vous l'a très bien expliqué, pour autant qu'elle soit authentique, crédible, qu'elle ne mente pas. À ce moment-là, ça devient vraiment un levier d'engagement dans l'organisation pour les salariés. Ça devient même, je pense, un élément différenciant. Les gens qui ont maintenant 20 ou 25 ans seront beaucoup plus attirés par des entreprises qui pratiquent la responsabilité sociétale de manière tout à fait réelle que par des entreprises qui ne revendiquent aucune action. Par contre, on peut se demander si la communication inclusive, ce qu'on appelle aussi la communication de la diversité, est-ce que c'est une réponse à cette aspiration vers plus de confiance, vers plus d'éthique? Eh bien, dans mon organisation professionnelle, en Belgique donc, on a mesuré en fait cette communication inclusive. Et donc, voilà, vous savez ce qu'est le management de la diversité. Donc, c'est une communication et un management en fait qui valorise chacun dans ses différences. La communication inclusive, vous voyez aussi, c'est de diversifier les représentations et en images et en contenu de tous ceux qui participent à l'organisation. Eh bien, nous avons mesuré en fait quelle est la pratique de cette communication inclusive à l'intérieur de l'organisation. Alors qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous demander de regarder les cercles verts et puis les cercles rouges. Plus c'est vert, plus c'est pratiqué. Et vous voyez donc qu'au niveau du genre, de l'égalité homme-femme essentiellement, on a effectivement des actions qui sont bien présentes, bien ancrées. Au niveau du handicap, également. Au niveau de l'âge, c'est le fameux agisme, c'est la discrimination des personnes de 55 ans et plus, c'est déjà moins.
Les origines ethniques, on voit effectivement pas mal d'actions se faire de ce côté-là. Au niveau des langues, dans les entreprises belges comme françaises, on a du personnel qui vient de partout, évidemment. C'est le fait de pouvoir s'adresser aux personnes dans leur propre langue. Par contre, regardez, quand on parle d'opinion, quasiment rien. Quand on parle d'orientation sexuelle, quasiment rien. Quand on parle d'apparence, quasiment rien. Donc on voit effectivement que sur certains critères, oui, il y a une action qui se fait et qui effectivement peut contribuer à ce qu'une entreprise devienne plus responsable et donc ait un comportement plus éthique. Alors, les principaux obstacles, on le voit, hein, on est encore très loin du compte finalement dans tout cela, mais il y a un manque de moyens, manque d'expertise, manque de vision, peut-être aussi un manque de sensibilisation. Donc on est sur une voie ascendante, mais on a encore beaucoup à faire à cet égard. Donc ceci, je vais vous passer aussi parce qu'on a peu de temps. La pratique de l'éthique, ben, vous voyez, on a des niveaux d'intégration qui sont très variables, donc de 1 à 10, en fait, presque 10, 8. Et donc vous avez, au niveau le plus faible, ben, on a un discours qui porte sur la RSE, qui porte sur l'éthique. C'est le niveau le plus bas, en fait, qu'on puisse trouver. Mais vous voyez effectivement qu'un certain nombre de choses, les comités éthiques, les chartes éthiques, la formation en matière d'éthique et de RSE, l'éthique intégrée au management des ressources humaines, par exemple au recrutement, définition de la compétence éthique, là on est au niveau des comités de direction, et puis ce qu'on appelle le management par les valeurs, ça c'est effectivement le niveau le plus élevé. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de façons de pratiquer finalement l'éthique dans l'organisation. Alors on peut se dire, mais finalement par rapport à la RSE, par rapport à la communication inclusive, comment est-ce qu'on peut définir l'éthique? Eh bien, c'est par la délibération, c'est par la discussion, c'est par le débat. Et ce que je vous dis, ça peut vous paraître une évidence. Eh bien, non, ce n'est pas une évidence. Dans une organisation, il n'est pas si évident que ça d'avoir des débats sur ces sujets-là. Et d'avoir des débats avec le personnel sur ces sujets-là, on dirait même que c'est assez rare, en fait, d'avoir de véritables débats sur ce positionnement éthique de l'organisation. Alors, l'éthique du communicant, est-ce que c'est une question de posture? Oui, c'est une question de posture. Et je vous donne là, en fait, très rapidement, une idée des 4 stades d'évolution des communicants. Vous avez des communicants qui sont juste des chargés de production, donc qui gèrent des canaux de communication. Vous avez des communicants qui montent au niveau du coach, qui peuvent donc aider d'autres parties prenantes dans la communication. Vous avez des communicants qui deviennent des promoteurs stratégiques. Ils sont en fait des conseillers de la direction. Et puis enfin, des initiateurs stratégiques. Il est vrai que selon l'endroit où l'on est dans l'évolution de sa carrière de communicant, ou bien comme individu, ou bien comme équipe, on ne va pas avoir le même impact sur l'éthique de son métier que quand on est juste débutant ou que l'on est juste un gestionnaire d'outils de communication. Et donc, et je terminerai là-dessus, je pense vraiment que dans notre métier, on a des choix à faire. On a des choix à trancher, en fait. Regardez, par exemple, est-ce que notre métier, c'est de développer une stratégie de marque? Il y a 30 ans qu'on nous dit que c'est ça notre métier. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est d'organiser un dialogue entre des parties prenantes internes? Est-ce que c'est amener les gens à dialoguer, à prendre la parole, à s'exprimer? Personnellement, je crois que la stratégie de marque
commence à être dépassé. Est-ce que c'est mettre en œuvre l'expérience collaborateur ou organiser des relations entre le haut et le bas de l'organisation? Est-ce que c'est communiquer avec des cibles, avec toute l'abstraction que ça suppose, ou est-ce que c'est dialoguer avec des acteurs concrets, dotés de sens critique? Les salariés, ce sont aussi des citoyens. Est-ce que c'est mettre en œuvre la marque employeur dont on parle tant, ou est-ce qu'on sort la communication de ce catalogue de belles images que trop souvent on a vu dans les magazines, dans les intranets, dans les newsletters et dans les vidéos que nous produisons? Est-ce que notre place, c'est à côté de la direction ou c'est au centre de l'organisation? Donc, pour moi, il faut qu'on sorte de ces logiques de marque employeur. C'est toutes sortes de logiques qui viennent des États-Unis, en fait. C'est une conception très particulière de la communication. Je crois qu'il faut sortir de la stratégie de marque, de la marque employeur, mais considérer plutôt dans tout ce que nous faisons des salariés comme des citoyens au travail. C'est donc d'organiser un dialogue ancré dans le travail, pas des illusions sur le travail, pas un discours sur le travail, un dialogue qui est ancré sur les réalités du travail et sur le sens du travail. Et donc ici, je n'aurai pas le temps, je n'aurai pas le temps de vous donner quelques témoignages qui vont dans ce sens-là, qui sont des témoignages de communicants. J'avais préparé aussi un plan d'action, mais je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler non plus. Et je ne parlerai pas des codes éthiques pour la bonne raison qu'on va en parler juste après, dans la table ronde qui va nous rassembler. Et donc ici, je n'en parlerai pas, juste le fait qu'en Belgique, notre association aussi a sa charte éthique. La voilà. La voilà, donc c'est l'intégrité, c'est l'esprit de service, la responsabilité, l'innovation, l'orientation, résultat et le respect. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Christine. C'est vrai que le rôle des communicants, il est important au niveau des collaborateurs. Donc, c'est vrai que l'importance de la com interne en RSE, on en parle, mais je trouve que peut-être pas assez parce que finalement, le premier public, c'est l'interne dans une entreprise. Et donc, il y a quand même énormément de choses à faire de ce côté-là. Et aussi de la responsabilité qu'on a en tant que communicant à tous les niveaux de sa carrière. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'avais une petite question justement sur le fait, sur les différents niveaux de sa carrière. Finalement, est-ce que du coup, quand on n'en est pas au moment... alors, c'est pas qu'une question de niveau de carrière, c'est aussi une question de structure. Il y a des structures qui laissent pas la place à une fonction stratégique de communication. Comment est-ce qu'on fait quand même pour pouvoir agir sur son éthique de travail et faire avancer les choses ? On peut agir évidemment sur les canaux. Faire un rapport sociétal, par exemple, ou faire un rapport annuel, on peut le faire de manière plus ou moins responsable. Vous voyez des rapports annuels où on voit la direction et le senior management, donc les cadres supérieurs. Vous avez des rapports annuels où on voit toutes les équipes dans tout ce qu'elles ont réalisé ensemble. Ça, par exemple, c'est une façon de faire, même au premier stade, je dirais, de pilotage des canaux, ça c'est déjà une façon de faire de l'éthique. Vouloir représenter dans un magazine interne, par exemple, toutes les composantes, tout le monde, même ceux qui sont sous les radars, ceux qui, pendant le Covid, se sont révélés si essentiels, les montrer, leur donner la parole, organiser le dialogue avec eux aussi, ne pas les laisser, je dirais, dans une espèce d'anonymat. Ça, c'est une façon aussi de faire, même au premier stade, des supports de communication éthique, oui. Merci beaucoup.